Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Du premier qui voulut éclore, il sortit ceci. Oh, il était raté. Éclore, le podcast de la création artistique. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons tous cette amie, pleine de ressources, qui nous enrichit et nous fait grandir et explorer une nouvelle vision de notre compréhension du monde. Pour moi, cette amie, c'est Marion. Marion Sénat est chercheuse en création littéraire. Elle présentera bientôt sa thèse. En attendant, elle nous livre ses réflexions et angles de recherche sur la question du rapport entre théorie et création, mais aussi ses questionnements sur la pensée, la vulnérabilité de l'écriture, la domination, la puissance de la lutte. Tout sera plus clair quand vous l'aurez écouté parler avec fougue et précision de son objet d'étude et sa poésie dans le cadre de sa recherche. Je m'appelle Marion Sénat. Je suis, entre autres choses, une doctorante en études littéraires entre l'Université du Québec à Montréal et la Sorbonne Nouvelle. Et ma thèse s'intitule provisoirement « Pensée par l'écriture, ethos et méthode de l'essai littéraire méditatif au prisme de la vulnérabilité » chez Suzanne Jacob, René Lapierre, Leslie Kaplan et Frédéric Boyer. En fait, le rapport entre recherche et création, c'est presque ce qui est mon objet de recherche, en quelque sorte. C'est-à-dire que si je croyais déjà à ce lien avant d'avoir commencé ma thèse, j'aurais pas fait une thèse comme je la fais là. C'est-à-dire que là, ma thèse, elle a une partie théorique avec 4 chapitres où j'analyse des textes, un corpus littéraire avec des références théoriques, enfin tout ce que peut être une thèse en recherche classique. Et il y a une partie création. Ce qui serait le must du must, ce serait que tout soit ensemble. Enfin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je le vois. Le truc, c'est que moi, je suis arrivée à cette thèse-là, enfin, à la thèse que je vais déposer et à cette forme-là, un peu par les chemins de traverse, parce que j'ai commencé une thèse en théorie. Et d'ailleurs, en France, ma thèse, c'est pas une thèse en création littéraire, c'est une thèse en théorie. Enfin, je vais être diplômée en littérature, machin. Il se trouve qu'au Québec, ma thèse, elle rentre dans la catégorie théorie de la création littéraire. Donc c'est la théorie sur la création. Ça m'a poussée à décloisonner. Mais c'est comme si tu cherchais à rejoindre un point qui est au milieu, mais que tu pars de 2 extrémités. Tu pars de 2 points très éloignés et tu marches vers le point qui est au milieu. Et du coup, c'est pour ça que, là, aujourd'hui, ma thèse, c'est une partie théorie, une partie création. C'est quand même divisé, quoi. Alors après, mon écriture théorique, je pense, je suis pas la mieux placée pour le savoir parce que moi, j'ai un rapport de taux parce que j'écris, je vois pas ce que j'écris, mais j'imagine bien que mon écriture théorique, c'est pas une écriture hyper froide et tout ça. Mais du coup, dans la manière dont... moi, je l'ai plus vécu comme un déchirement et quelque chose qui était impossible. Et du coup, ma partie création, elle s'est un peu écrite en soum-soum. Enfin, elle s'est écrite sur le côté d'une manière... comme pour défendre quelque chose que j'avais envie, qui soit vraiment là dans ma thèse, mais qu'il fallait trouver par quel chemin le faire rentrer, aussi parce que l'université demande que les choses soient très justifiées.
quand j'ai commencé ma thèse, ma directrice, elle m'a dit « il faut que tu travailles avec des textes que t'aimes ». Donc j'ai choisi des textes que j'aime, et que j'aime encore, 6 ans plus tard. et du coup... presque, ma recherche, ça a été de comprendre qu'est-ce que j'aime dans ces textes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces textes qui fait que je peux continuer de les lire et de les relire et qu'il y a cette... Qu'est-ce que c'est l'éthos, et la méthode de pensée dans ces textes? Qu'est-ce qu'il y a dans leur pensée qui m'attire tellement? Et en fait, du coup, mon hypothèse centrale, c'est de dire que c'est la vulnérabilité qui fait la particularité de ce mode de pensée-là. Vulnérabilité qui est autant du côté de l'auteur. L'idée étant de dire que les auteurs et autrices de mon corpus, ils engagent quelque chose de leur vulnérabilité dans la pensée. Il y a un risque. Penser, c'est pas juste rester assis sur son cul à dire des choses, tu vois, comme tous les vieux hommes blancs qu'on voit à la téloche. En fait, eux, ils prennent aucun risque dans la pensée. Et en gros, le deuxième niveau de la vulnérabilité, pour moi, il est au niveau du texte. Et c'est... il se joue dans ce que j'appelle le rapport au sens. Comment tu crées du sens? D'où il vient le sens et qu'est-ce qui fait le sens? Et en gros, l'idée, c'est de dire, plutôt que de vouloir, par la pensée, dominer le réel et le monde en imposant du sens sur le réel et le monde, en créant du sens et en expliquant et en définissant et je sais pas quoi, les textes de mon corpus, c'est l'inverse en fait. C'est de dire, bon déjà, pour la plupart d'entre eux, ils vivent dans un monde, pour tous, quasiment, ils vivent dans un monde qui est marqué par le non-sens et pas par le sens. Le préalable de ces textes-là, c'est que le monde est insignifiant. Et après, on peut discuter sur ce que ça veut dire insignifiant, mais en gros, il y a un des théoriciens avec lequel je travaille qui s'appelle Clément Rosset, qui dit des choses hyper belles qui écrit des choses hyper belles sur le fait que l'insignifiance, c'est la manière dont le monde est toujours nécessaire et quelconque en même temps. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe, c'est en même temps uniquement cette chose qui se passe, donc c'est nécessaire. Et en même temps, c'est pas parce que cette chose se passe que ça a un sens particulier. C'est hyper... moi, quand j'ai lu ça, je trouvais ça exceptionnel. C'est vraiment... Donc, c'est un peu dans cet univers-là qu'ils vivent, mes auteurs. En fait, ce combat entre ces deux paradigmes, il a eu lieu à l'intérieur de moi. Et c'est ça qu'une partie des textes de ma partie création raconte, en fait. C'est le récit de ce combat et de la violence de ce combat aussi, et des racines de ce paradigme du sujet autonome, ces racines dans mon histoire familiale et tout. Et ouais, c'est que moi j'ai longtemps cru que je devais faire une carrière, et puis j'ai longtemps été gouvernée entre guillemets par un petit personnage que dans mon accompagnement spirituel on appelle le caporal, qui est un personnage qui justement veut dominer, gouverner, ordonner, décider, valider, juger, machin, et qui ne laisse rien arriver, qui laisse rien venir, rien du tout. J'ai fait 6 ans de thèse parce que j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'ai fait 6 ans de thèse aussi parce que j'ai beaucoup labouré ma terre intérieure autour de cette question-là, de savoir comment je peux faire part à ma vulnérabilité dans ma vie et comment je peux vivre sous un autre régime de pouvoir que celui de... et du coup, moi, je fais la différence entre pouvoir et puissance. Du coup, à partir de ça, avec l'idée que... Et ça, c'est pas... J'ai rien inventé, mais parce qu'il y a une militante sorcière qui s'appelle Starhawk qui parle du pouvoir du dedans au pouvoir du dessus. Et c'est exactement ça, en fait. C'est comment passer d'un paradigme d'un pouvoir qui vient du dessus et qui te dit quoi faire, comment faire,
et a un pouvoir du dedans qui, pour moi, c'est pour ça que je choisis le mot puissance, c'est que tu te laisses traverser par quelque chose qui est plus fort que toi, par une puissance qui dépasse complètement tes capacités ou ta maîtrise, ta capacité de maîtrise du réel. Et c'est ça qui me fascinait dans les textes de mon corpus, en fait. C'était ça qui me fascinait. C'était ces textes-là où même toi, en tant que lecteur, la pensée, tu sens qu'elle te traverse. Tu sens pas que on est dans la position de expliquer la vie à tout le monde et de être dans une position de maîtrise et de domination. On est en position où, justement, non, on se laisse renverser, en fait. Et il y a un des textes de mon corpus qui s'appelle Renversement. Et qui parle de ça, en fait, qui fait ce lien entre le rapport au sens et cette question de la domination politique. Et qui dit casser le fil du cygne et l'oiseau s'envolera. Cygne S-I-G-N-E. Et en gros, c'est un peu ce truc-là de dire comment, en vivant dans un rapport au sens qui est moins verrouillé, on peut laisser advenir le réel comme il a à advenir. Et pour moi, et en fait c'est marrant parce que du coup je travaille à des choses assez perchées, enfin pour le commun des mortels, théoriquement je m'intéresse à l'agir, à le sens, le non-sens, l'insignifiance, machin truc, mais en fait pour moi la réalité c'est aussi pour moi ces choses-là sont intimement liées avec les fachos. C'est quoi les fachos ? Les gens qui sont fachos, c'est des gens qui ne supportent pas, je sais pas pourquoi, mais qui supportent pas que le sens ne soit pas autrement que verrouillé. Mais parce que c'est flippant, en fait, de vivre dans un monde insignifiant. C'est hyper flippant. Mais face à ça, on a un peu deux choix. C'est-à-dire que soit on choisit d'agir de manière sécuritaire, et on verrouille tous les trucs, et on a le droit que d'être comme ça, tu vois, on a le droit à qu'un destin, quoi, possible. Soit on déverrouille, et puis du coup, on prend le risque de se renverser les quatre fers en l'air, mais en même temps, on prend aussi le risque d'être vivant, quoi, et de pas être mort. Et c'est un peu ça que ça retrace. Une partie de la création, c'est ça que ça retrace dans la deuxième série de poèmes qui s'appelle Nous sommes la chair. Nous sommes la chair. À force de nous battre, tu sauras peut-être nous reconnaître, nous appeler par notre prénom. Quand les bleus s'inscriront sur ta boîte aux lettres, quand on sera immense de ferveur dans la rue, brandissant nos chairs et les coutures sur nos visages. Pour l'instant, on n'entend pas bien. Les voix, seulement les respirations, c'est déjà pas mal. Ça raconte beaucoup d'histoires. Et la fois où j'étais une chair et j'existais entre les meubles, entre les accidents. J'étais une viande obstinée. Je mâchais les supermarchés avec beaucoup d'amour. Et consciencieusement, les rayons se tordaient entre mes mâchoires pour ne plus qu'on range la vie, placement, produit, pour qu'on laisse jaillir le sang, immense de ferveur. La fois où j'avais reçu ton corps en plein dans les hanches, je t'avais récupéré dans la foule qui menace, mais elle nous prenait dans ses bras, dans sa sueur, dans sa chair de poule. Ces moments ont été brûlés, mais dans ma peau, ils respirent. De la force pour pousser un cri, l'état dernier des choses s'étiole, cesse d'être une théorie, et notre destin de chair devient plus tangible. Mais il y a aussi une dimension de tendresse là-dedans, de dire, mais tu sais, si t'es un corps comme les autres, ça veut dire que tu prends le risque d'être frappé, tu pourrais être battu, tu pourrais être frappé par le réel, comme tu peux être frappé par les keufs quand tu vas manifester, mais tu pourras aussi être aimé, en fait. Et dans le fond, si tu joues cette chose si tu joues ce jeu de la domination et du fait de verrouiller ta vie de tous les côtés, tu perds cette opportunité-là qui est quand même une opportunité sympa, quoi, d'être aimé et d'être un corps vulnérable, mais d'être un corps dont on peut prendre soin
Et ça, c'est un pari très... Enfin, c'est un truc qui est très lointain de ce que je vais développer dans ma... Enfin, je vais pas l'écrire comme ça dans ma thèse, mais moi, je pense que ce qui est politique, c'est de créer des espaces dans lesquels on peut vivre notre vulnérabilité. Et c'est ça, notamment, qui est ouf dans l'épisode de Un podcast à soi, où il y a cette jeune femme qui vit dans le 93, qui est partie passer son confinement à Bure, je crois. Et elle dit qu'en fait, elle a enfin le droit d'être vulnérable avec les autres et qu'elle sait qu'elle a une communauté qui peut prendre soin d'elle et tout. T'es là genre, waouh, enfin, c'est exceptionnel, quoi. Et moi, c'est ça, l'apprentissage de ma thèse, c'est ça. C'est comment j'ai pu apprendre à dire que je pouvais être... j'avais le droit de ne pas être... de refuser d'être gouvernée par cette logique de la domination et de la maîtrise. Une des limites de cette réflexion-là, pour moi, c'est si ça en reste à moi-même. Parce que si ça en reste à moi-même, c'est sympa, tu vois, mais ça, je veux dire, ça ne change rien à la violence sociale qui fait ce monde. Et donc j'ai aussi hâte de faire... de pouvoir en faire quelque chose pour d'autres. Et puis, quand même, les textes avec lesquels je travaille dans la partie théorique, c'est des textes qui ont vraiment à cœur la question d'une responsabilité vis-à-vis du monde. Nous sommes les trajectoires perdues dont personne ne se soucie. Nous avons disparu de Viber le 3 mai 2019. Nous sommes la cathédrale qu'on ne pleure pas. Et je ne sais pas si, où tu es, quelqu'un voit que tu es en flammes. On est l'empire de l'urgence. Manger, c'est maintenant. Dormir, c'est maintenant. Et une fois que tu as embarqué, que tu as pris le premier taxi, le premier bus de nuit, c'est fini, tu ne reviens plus. Tu passes à l'étape suivante, comme un vent violent, et parfois tu pleures dans le téléphone. Je te croirai aussi souvent que possible. Et en gros, je pars au Québec. Au Québec, je découvre que plein de choses existent, que plein de choses sont possibles, et que je peux être une personne autre que celle qui est attendue, ou que je m'étais dit que je devrais être, entre guillemets. Et je reviens en France, et en France, je prends la grosse claque de ma life, mais normale, mais c'est aussi... J'avais cette espèce de pulsion de dire ce que j'ai vécu au Québec, je dois pouvoir le vivre dans mon pays, bon, rendez-vous, Et donc je me suis retrouvée à bosser 30 heures semaine pour pouvoir payer mon loyer d'un appart même pas trop cher en banlieue, en proche banlieue de Paris. Et je me suis retrouvée à me taper des angoisses jour et nuit, mais sur du coup des questions hyper vastes. Qui sont des questions spirituelles, des questions de précarité un peu, et des questions aussi familiales, parce que dans ce qui se remue autour de la vulnérabilité, il y a vraiment la question de mon rapport, d'une espèce de manière d'être qui était un peu inscrite dans mon histoire familiale. Mais tout ça est lié à la recherche. C'est-à-dire que ce qui se travaille... Donc, il y a la partie création de la thèse, il y a une première série de textes qui est elle-même divisée en 3 parties. La première concerne du coup un moment de crise spirituelle assez grave où j'ai fait une crise d'angoisse horrible un soir à Ivry, chez moi. C'est le jour où mon image de Dieu s'est détruite. Et où je me suis détruite avec, parce que du coup, je vivais avec ça, quoi. La deuxième partie porte sur les questions de précarité économique, financière, et sur la manière dont on fait des choix, comment on fait des choix là-dedans. Et la dernière porte sur le rapport à la parole dans ma famille. Et en fait, tout ça a un lien avec la recherche, parce que c'est complètement la question du sens, en fait. Comment faire sens quand Dieu, qui était la caution du sens, s'absente. Quand l'image de Dieu, comme caution du sens, s'absente. Et en fait, c'est marrant parce que, en lisant Clément Rosset, et l'idée que l'insignifiance, c'est ce qui est nécessaire et quelconque à la fois, en fait, ça m'a... je sais pas comment dire, mais
une image de Dieu dans laquelle je peux vivre aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le sens, Dieu est dans l'insignifiance, dans cette manière dont le monde est toujours tellement particulier, mais en même temps, ça ne veut rien dire. Et en fait, ce qui se détruit à ce moment-là, c'est donc cette idée d'un rapport au sens surplombant, mais aussi d'un rapport à la parole. Et c'est une série de... Enfin, cette partie-là qui relate, du coup, ce soir d'angoisse terrible, où je fais une crise d'angoisse tellement forte que, genre, je tremble comme si j'avais de la fièvre. Enfin, c'est quand même un peu chelou, quoi. Et ben, c'est une série qui est beaucoup plus silencieuse que les autres textes. Où le texte... Enfin, il y a beaucoup moins de texte. Parce que c'est ça que j'ai apprivoisé... en écrivant, enfin en revenant sur cet événement-là, c'est qu'est-ce que c'est écrire un événement insignifiant en fait. Qu'est-ce que c'est écrire ça, tu vois. Qu'est-ce que ça fait dans la parole. Comment tu parles. Parce que du coup, tu peux pas en mettre des tartines parce que là, t'es dans un endroit où c'est blanc. Tu peux pas... Enfin, il y a un moment où je dis ça dans le texte, je dis je pourrais raconter que, en fait... c'était la destruction d'un certain rapport à Dieu, mais que... en gros, que Dieu est amour et que dans l'amour, on détruit des fois des choses pour pouvoir continuer d'avancer. Mais en fait, non, c'est pas ça que je suis en train de raconter à ce moment-là. Je suis en train de raconter qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans ce putain d'endroit où il y a rien, quoi. Il y a rien. Il y a pas de sens. Rien n'a de sens. Et t'es perdu. Et tu sais pas où tu vas. Ici, maintenant, je suis échec et mat. Je suis un corps maigre et ma couverture un vieux chiffon qui sent le moisi. Je me vois déguisée avec des grelots inutiles et aucune rampe à quoi me tenir. La parole a découvert une face édentée. Mon enfance a des bleus, le silence en travers de la gorge. La parole ne fait plus que des prédictions de malheur. Elle continue d'occuper le terrain, mais c'est pour m'écorcher. Dieu des grands dialogues. Dieu des miracles quotidiens. Dieu de la signification. Dieu se tait. Mais c'est ça, c'est que c'est... En même temps, c'est très intime, mais c'est guidé et c'est complètement branché sur les questions que je me pose dans mon travail théorique, en fait. La question de... on la retrouve complètement en écho, cette question de qu'est-ce que c'est une parole qui ne recouvre pas le réel, mais qui l'accueille, dans la partie qui porte sur la parole dont j'ai pu hériter dans ma famille. Dans ma famille paternelle, en fait. Ma famille maternelle étant une famille ouvrière, j'ai pas hérité de parole. C'est ce que je dis dans ce truc-là, c'est qu'il y a un grand silence. Et il y a une grande ce que je dis, que le jour où mon papy est mort, donc mon grand-père maternel, il a été incinéré, ses cendres ont été dispersées dans un endroit dans un jardin du souvenir, c'est ce qu'il avait demandé. Et puis un des cousins de ma mère a pris les cendres et les a dispersées dans un autre endroit très symbolique dans lequel on peut retourner. Mais il y avait vraiment ce truc, c'est genre... Mon papy est mort, il est mort super brutalement, il a été incinéré, ma grand-mère a déménagé, tout a disparu d'un coup, tu vois. Et alors que dans l'autre partie de la famille, qui est une famille plutôt bourgeoise, le récit, j'ai vraiment appris à grandir avec le récit, et c'est de ça que je parle. Et donc c'est vraiment, la question centrale de tout ça, c'est comment on fait du sens comment on écrit sans plaquer du sens sur les choses avant. Et donc l'intimité, elle est venue un peu elle est un peu débarquée comme le passager clandestin de service, tu vois, mais c'était pas tout à fait le truc de départ. Ces textes essayent de répondre à une hypothèse théorique. Donc ça, c'est un peu marrant parce que c'est pour le coup l'endroit où j'ai vraiment mobilisé l'écriture de création comme travail de recherche. C'était le cas aussi pour les autres, mais
Les autres, ça venait de l'expérience. Enfin, la première série texte, ça vient de l'expérience et ça informe mon travail théorique, etc. Ça dialogue comme ça. Cette partie-là, j'ai vraiment dit, je veux écrire sur ça. J'avais cette phrase en tête, nous sommes la chair. Et donc, l'hypothèse, c'était de dire, et si la vulnérabilité pouvait être une posture, une position stratégique pour la lutte. Cette hypothèse, elle vient de un livre que j'ai trouvé par hasard dans une librairie à New York. J'étais dans une librairie qu'on m'avait indiquée comme étant la librairie gauchiste de New York. Donc je me suis ruée. Et j'ai dit, est-ce que vous auriez un truc sur la vulnérabilité ? Et la meuf m'a sorti un livre qui s'appelle Vulnerability in Resistance et qui est les actes d'un colloque donc qui a eu lieu, je pense, à Istanbul en 2013 avec Judith Butler qui est genre un peu la papesse de ces sujets-là et plein d'autres, il y a Elsa Dorlin aussi et plein d'autres chercheuses que je connais pas, et peut-être que des femmes d'ailleurs, que je connaissais pas. Et notamment, il y a donc une des questions qui est posée dans ce livre, c'est comment on peut penser la vulnérabilité comme étant une position de lutte, puisque la vulnérabilité, a priori, est une position dans laquelle on est à terre, enfin on n'est pas dans l'action, c'est-à-dire qu'on est au contraire affecté. Et du coup, moi c'est un truc qui m'intéresse énormément parce que ça permet aussi de politiser un peu ce regard sur la vulnérabilité, cette idée de vulnérabilité comme condition humaine partagée par tous qui est un peu dépolitisée. La question c'est de dire et si notre vulnérabilité spécifique ou générale, on pouvait la mettre au service, est-ce que ça peut être une énergie de lutte et pas juste un truc qui nous pèse ou qui est lourd ou qui nous entrave ou qui nous empêche d'agir. Et donc, cette question, elle est en discussion avec des problématiques théoriques, philosophiques, donc qui posent à la fois, qui portent à la fois sur ce que je disais plus tôt le sujet politique est un sujet autonome, machin, et sur la discussion de ce qu'a pu écrire Hannah Arendt, pour qui l'action politique ne peut être... les conditions de l'action politique, pour elle, c'est qu'il faut que ça soit public et collectif. Donc en gros, toi tout seul, avec ta vulnérabilité, tu peux... c'est pas politique pour elle. Même chose avec les gilets jaunes aussi, où c'était fascinant de voir des gens venir dire sur les plateaux télé ou à la radio... Mais moi, j'ai pas de thunes, je galère, on est le 15 du mois, je suis à moins 70 centimes sur mon compte. C'est des trucs qui sont impossibles à dire. C'est interdit de dire ça, c'est socialement, c'est... Et là, tout d'un coup, cette vulnérabilité, elle était transformée en une puissance hyper forte, et pas en un pouvoir, je pense. Et donc voilà, et j'ai voulu essayer dans l'écriture quelque chose... Pareil, avec toujours cette question de qu'est-ce que ça fait à la forme, comment on écrit, comment on tient ensemble le sensible et le politique, comment le politique on arrête d'écrire que des trucs un peu guerriers aussi, parce que dans l'imaginaire un peu de gauche, la manière dont on écrit la lutte, c'est guerrier quoi. Alors je sais qu'il y a certainement plein de gens qui n'ont pas fait ça comme ça. Je pense mais moi la manière dont j'ai pu le recevoir et tout, c'était beaucoup comme ça. Et voilà, et ça m'avait marqué parce qu'une fois j'avais lu un billet de blog sur le site des gens qui militent à Bure. Et il y avait écrit: nous sommes invinciblement vulnérables tant que la police... En fait, c'était un texte qui relatait une perquisition. Et il disait, vous rentrez chez nous, vous piétinez nos affaires, vous rentrez dans notre intimité, vous retournez tout, vous regardez les moindres pages de carnet. Mais tant que vous n'avez pas réussi à nous diviser, nous sommes invinciblement vulnérables parce qu'on va toujours rester liés.
Et en gros, dans ce texte-là, nous sommes la chair, c'est l'idée de dire, et si c'était en suivant notre devenir chair à canon, chair à pâté, je parle des abattoirs, et si c'était dans ce sens-là qu'on pouvait, en suivant ce filon-là, qu'on pouvait accéder à notre révolte. Il y a un truc où je sais pas, il y a un poème où je parle de... il y a une scène un peu de... une femme qui prépare le déjeuner du dimanche et c'est la viande lui explose à la gueule, tu vois. Et juste avant, je parle de la chair comprimée, dans les fringues qu'il faut mettre pour aller bosser, dans le timing, machin, tu comprimes, et puis si tu comprimes trop, à un moment ça pète. Et quand ça pète, c'est hyper fort. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est ça qu'on voit aussi, par exemple, dans les rassemblements contre les violences policières en ce moment, c'est que sous ces luttes, il y a des années d'esclavage et de colonialisme, donc il y a une puissance, laisse tomber, c'est bien ce que je dis, non je rigole. Ouais, il y a une puissance énorme, et voilà. Donc dans ces textes-là, j'essaye de réfléchir à ça, et à comment on peut écrire de manière sensible cette puissance de lutte. On a commencé le travail de décolonisation une étoile à la fois. Tu savais, toi, que la carte du ciel aussi, elle est colonisée ? On a mis nos corps en barrage autant de fois que nécessaire, méthodiquement. On a monté une tente avec notre épuisement. On a dit des mots comme on fait un trou dans une clôture. On les a écrits avec un bâton dans la roche. On les a portés sur nos poignets. On a fait des drapeaux avec notre peste. Handi, migrants, migrantes, queer, trans, noir, femme, PD, Gwyn, grosse, tox, racaille, inflammable. Pendant qu'ils s'agitaient comme les cafards de la fin du monde, nous avons monté des feux plus hauts que les maisons. Nous avons renommé les rues. Nous les avons labourées patiemment avec notre colère. Tendrement, on a chuchoté le nom des mortes au lever du soleil, y compris ceux qu'on a tués pour pouvoir vivre. Merci à Marion pour son engagement et sa générosité. Un grand merci à Cécile Zébert pour la lecture des textes et à Guillaume Rennery pour la création musicale. Vous pouvez m'écrire à eclorepodcast@gmail.com et me laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Si vous aimez, parlez-en autour de vous. Et on se retrouve tous les derniers dimanches du mois pour un nouvel épisode d'Éclore, le podcast de la création artistique.